Au dîner de Noël, ma mère m'a offert un cadeau. En l'ouvrant, il y avait un avis de désaveu familial. « Joyeux Noël, au revoir », dit ma mère froidement. « Mon père a ri, tu devras nous rembourser tout l'argent. » Ma sœur applaudissait. J'ai quitté la maison en silence. La vérité que j'ai découverte plus tard était incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne à l'hôpital Saint-Marie de Salem, dans le Massachusetts, Emily Collins déambulait parmi ses patients, vêtue de sa blouse blanche habituelle. Ses collègues la surnommaient « l'ange Emily » pour le dévouement dont elle faisait preuve envers ses patients. « Emily, tu rentres encore dans ta famille ce week-end » lui demanda sa collègue Sarah dans la salle de pause. « Oui, je dois aller voir comment va grand-mère » répondit Emily avec un sourire. « Elle commence à montrer les premiers signes de démence, alors je ne peux pas la laisser seule. » En effet, chaque vendredi soir, sans exception, Emily se rendait à la maison familiale des Collins. C'était une maison à 2 étages dans un quartier résidentiel tranquille où vivait sa grand-mère, Rose McGregor. Pour Emily, sa grand-mère était quelqu'un de spécial. Elle avait grandi entourée de l'amour chaleureux de sa grand-mère depuis son enfance, et sa décision de devenir infirmière avait été largement influencée par elle. Ce vendredi soir-là, Emily ouvrit la porte d'entrée de la maison familiale, des sacs de courses dans chaque main. Ils contenaient les ingrédients pour une tarte aux pommes maison, le dessert préféré de sa grand-mère, ainsi que des médicaments pour la tension. Je suis rentrée. Dans le salon, sa mère, Margaret, était assise sur le canapé, lisant un magazine. À côté d'elle, sa sœur, Jessica, tripotait son smartphone, ses doigts ornés d'un air extravagant. « Oh, Emily, bon travail », dit sa mère sans lever les yeux de son magazine. « Maman est dans sa chambre à l'étage. Elle n'avait pas l'air bien aujourd'hui. »« Qu'est-ce qui n'allait pas ?» demanda Emily, inquiète. « Depuis ce matin, elle n'arrête pas de poser la même question. « Quel jour on est ?» répondit Jessica d'un ton irrité. « Je ne sais pas m'occuper de choses comme prendre la tension, alors je n'ai rien fait en t'attendant. » Emily monta à l'étage et frappa à la porte de sa grand-mère. « Grand-mère, c'est Emily. » « Emily » entendit-elle la voix joyeuse de sa grand-mère. « Je t'attendais. Entre, ma chérie. » Quand elle entra dans la pièce, Rose était assise sur une chaise près de la fenêtre, regardant dehors. Ses cheveux blancs étaient soigneusement relevés et elle portait un cardigan démodé, une vision qui réchauffa le cœur d'Emily. « Grand-mère, comment te sens-tu aujourd'hui » Emily s'assit à côté de sa grand-mère et lui prit doucement la main. « Tout va mieux quand tu viens me voir » sourit sa grand-mère. « Mais parfois, mon esprit me semble comme enveloppé d'un brouillard. Je me souviens clairement du passé, mais la journée d'hier me paraît floue. » Emily vérifia la tension de sa grand-mère et confirma son programme de médication. Ensuite, elles préparèrent ensemble la tarte aux pommes en partageant de vieux souvenirs. Sa grand-mère lui raconta des histoires de sa jeunesse, des contes romantiques et des anecdotes de l'époque où la mère d'Emily, Margaret, était enfant. « Emily, tu es la seule qui m'aime vraiment », dit soudain sa grand-mère avec une expression sérieuse. « Je sens bien que les autres membres de la famille me considèrent comme un fardeau. »« Ce n'est pas vrai, grand-mère, » répondit doucement Emily. « Je suis toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas. » À l'heure du dîner, son père, Richard, rentra du travail. La famille de 4 personnes et la grand-mère se réunirent autour de la table, mais la conversation tournait principalement autour du travail du père et des événements de Jessica au salon de beauté. « Emily, c'est si utile que tu t'occupes toujours de grand-mère, » dit sa mère. Cependant, son ton dénotait plus une attente que de la gratitude. « Puisque tu es infirmière, prendre soin de grand-mère doit être naturel pour toi. »« Prendre soin de grand-mère est tout à fait naturel, » répondit Emily. « Nous sommes une famille. »« Mais Emily, tu es toujours collée à grand-mère, » intervint Jessica. « Ça a l'air un peu calculateur. » Emily fut perplexe. « Calculateur ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son père intervint alors. « Emily, arrête de te concentrer uniquement sur les soins aux personnes âgées et pense à ta propre vie. Tu n'es même pas encore mariée. » Sa grand-mère regarda la famille avec une expression confuse. Parfois, elle ne parvenait pas à suivre la conversation. Emily serra la main de sa grand-mère et lui sourit pour la rassurer. Cette nuit-là, alors qu'Emily raccompagnait sa grand-mère dans sa chambre, celle-ci lui serra fort la main. « Emily, il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps, » dit doucement sa grand-mère. « Mais je me sens en paix parce que tu es là avec moi. Tu es ma fierté. »« Grand-mère, ne dis pas des choses si tristes, » dit Emily, les larmes aux yeux. « Nous pouvons encore être ensemble longtemps. »
Quand elle redescendit, la famille avait une discussion sérieuse dans le salon. Lorsqu'Émilie s'approcha, leurs voix se firent soudain plus basses. Émilie ne manqua pas les regards momentanément froids de sa mère et de sa sœur. Cependant, à ce moment-là, elle ne pouvait pas comprendre la véritable signification de ces regards. En quittant la maison familiale, Émilie se retourna et leva les yeux vers la chambre de sa grand-mère au 2e étage. À travers la fenêtre, elle pouvait voir la silhouette de sa grand-mère dans la lumière chaude. Le dernier jeudi de novembre, le jour de Thanksgiving arriva. Émilie se rendit chez ses parents tôt le matin et aida sa grand-mère à préparer le traditionnel dîner de dinde. Sa grand-mère fredonnait de vieilles recettes en pétrissant la pâte à tarte. La regarder ainsi ravivait de chaleureux souvenirs d'enfance pour Émilie. La tarte à la citrouille de grand-mère est la meilleure du monde, dit Émilie avec un sourire. Ça me rend heureuse quand tu dis ça, répondit Rose en arrêtant son travail pour regarder Émilie. Mais ces derniers temps, j'oublie parfois les recettes. Ça m'angoisse. Ce n'est pas grave, je m'en souviens, dit Émilie en posant la main sur l'épaule de sa grand-mère. Faisons-la ensemble. Dans l'après-midi, toute la famille se réunit dans la salle à manger. La table était magnifiquement dressée avec une dinde parfaitement rôtie et des accompagnements colorés. Richard fit une prière de remerciement et le repas de famille commença. Pendant environ 30 minutes, l'atmosphère fut paisible. Cependant, lorsque sa grand-mère prit soudain la parole, l'ambiance changea. « Je suis vraiment heureuse, » dit-elle en regardant la famille. « Surtout d'avoir Émilie ici. Cet enfant est comme un ange pour moi. Les autres sont trop occupés pour se soucier de quelqu'un comme moi, mais Émilie est différente. Je sens qu'elle m'aime vraiment. » Un silence tomba sur la table. Margaret posa sa fourchette. Richard fronça les sourcils. Et Jessica afficha ouvertement son malaise. « Grand-mère, ce n'est pas vrai, » dit Émilie à la hâte. « Tout le monde t'aime. »« Oui, mère, » dit Margaret d'une voix glaciale. « Nous nous soucions de toi aussi. » Mais sa grand-mère secoua la tête. « Non, c'est différent. Émilie est la plus gentille. Sans cet enfant, je serais seule depuis bien longtemps. » Jessica laissa échapper un rire sec. « Grand-mère, tu es en train de dire du mal de nous ?» Jessica, ce n'est pas ce qu'elle veut dire, tenta de calmer Émilie. « Mais c'est ce que j'ai entendu, » éleva la voix Jessica. « Elle a dit que nous n'aimons pas grand-mère. » Sa grand-mère parut confuse. À cause de sa démence, elle ne comprenait parfois pas l'impact de ses propres mots. « Je ne le pensais pas comme ça. » « Ça suffit. » Margaret se leva. « Émilie, tu te comportes toujours comme une si bonne fille devant grand-mère, mais quel est ton véritable objectif ? » « Un objectif ? De quoi parles-tu ? » Émilie était déconcertée. « On dirait juste que tu cherches à t'attirer ses faveurs, » continua Margaret, sa voix de plus en plus dure. « Comme si tu attendais quelque chose. » Richard intervint également. « Margaret a raison. Émilie, tu as toujours eu un côté calculateur. »« Papa, je ne calcule rien du tout. »« Sois honnête, » l'interrompit Jessica. « Tu penses à l'héritage de grand-mère, n'est-ce pas ? Les infirmières ne gagnent pas beaucoup. » Émilie se leva. « Je n'arrive pas à croire que vous puissiez dire de telles choses. J'aime grand-mère du fond du cœur. »« L'amour » ricana Margaret. « Ou tu fais semblant de l'aimer ?» Grand-mère Rose regarda la famille, les larmes aux yeux. « Tout le monde, pourquoi vous disputez-vous ? Ai-je dit quelque chose de mal ?» Émilie se précipita aux côtés de sa grand-mère et lui prit la main. « Grand-mère, tu n'as rien fait de mal. C'est nous qui avons tort. » À ce moment, son père dit d'une voix lourde, « Émilie, combien de temps comptes-tu encore traîner dans la maison de tes parents ? Vis ta propre vie. »« Je vis ma propre vie, » protesta Émilie. « Mais qu'y a-t-il de mal à se soucier de sa famille ? » « Je ne dis pas que c'est mal, » répondit calmement Richard. « Mais tu vas trop loin. Surtout ton obsession pour grand-mère. C'est anormal. »« Ce n'est pas une obsession, » dit Émilie, la voix tremblante. Jessica dit d'un ton moqueur, « Mais tu es bizarre. Tu ne passes du temps qu'avec grand-mère. Tu n'as ni ami, ni petite amie. Ce n'est pas normal. » Margaret hocha la tête en signe d'approbation. « C'est vrai. Une jeune femme adulte et saine d'esprit devrait se concentrer davantage sur sa propre vie. » Le dîner de Thanksgiving se termina de la pire des manières. Émilie raccompagna sa grand-mère dans sa chambre, calma sa confusion, puis quitta la maison. Dans sa voiture, elle repensait aux paroles de sa famille. Était-elle vraiment anormale ? Aimer sa grand-mère était-il si mal ? 2 semaines plus tard, le téléphone portable d'Émilie sonna. C'était un appel de sa mère.
La grand-mère d'Émilie s'était effondrée et avait été transportée à l'hôpital en ambulance. Émilie se précipita à l'hôpital. Dans la salle d'urgence de l'hôpital Saint-Marie, la famille écoutait les explications du médecin. C'était une légère crise cardiaque, expliqua le médecin. Heureusement, ce n'est pas grave, mais elle devra rester à l'hôpital quelques jours. Émilie déclara immédiatement, « Je vais prendre des congés pour rester avec elle. » « Ce n'est pas nécessaire, » dit froidement Margaret. « Il y a des infirmières ici. Mais avoir de la famille à proximité serait mieux. » « Tu dramatises, Émilie, » l'interrompit Jessica. « C'était juste une légère crise cardiaque, non ? Pas la peine d'en faire tout un plat. » Son père acquiesça. « C'est vrai. Tu n'as pas besoin de prendre de congé. On peut laisser faire le personnel de l'hôpital. » Cependant, Émilie n'écouta pas. Pendant les 3 jours suivants, elle prit des congés payés pour rester aux côtés de sa grand-mère. Celle-ci était parfois confuse, mais semblait se sentir apaisée par la présence d'Émilie. « Émilie, je suis si contente que tu sois là, » dit sa grand-mère d'une voix faible. « Les autres ne sont même pas venus me voir une seule fois. » En effet, la famille ne s'était montrée que brièvement le premier jour et n'était pas réapparue depuis. Quand Émilie expliqua la situation à ses collègues infirmières, elles furent toutes surprises. « Aucun membre de la famille ne vient, alors qu'elle fait partie de leur famille, » dit sa collègue Sarah avec incrédulité. « Ils sont occupés, j'en suis sûre, » défendit Émilie sa famille. Le soir du 3e jour, l'état de sa grand-mère s'étant stabilisé, Émilie décida de rentrer temporairement chez elle. Dans le couloir de l'hôpital, elle tomba par hasard sur sa famille. Ils avaient une conversation sérieuse avec un médecin. Étant donné l'âge de Rose, il est possible que des épisodes similaires se reproduisent à l'avenir, expliquait le médecin. Quel niveau de traitement la famille souhaiterait-elle ? Docteur, si elle tombe gravement malade la prochaine fois ? Commençait à dire Margaret quand elle remarqua la présence d'Émilie. « Oh, Émilie, je pensais que tu étais déjà rentrée. »« Je suis revenue chercher quelque chose que j'avais oublié, » répondit Émilie. « Docteur, y a-t-il quelque chose d'inquiétant pour l'avenir de grand-mère ?» Le médecin poursuivit son explication. « Il y a des risques liés à l'âge, mais avec un traitement continu approprié, il ne devrait y avoir aucun problème. Rose semble très à l'aise quand Émilie est là. Elle m'a dit, je ne peux compter que sur Émilie. » À ce moment, Émilie vit les expressions de sa famille se durcir momentanément, en particulier les yeux de sa mère et de sa sœur devinrent froids. Son père se mordait également la lèvre de mécontentement. Cependant, il reprit rapidement une façade calme. « Oui, Émilie est infirmière, après tout, » sourit maladroitement Margaret. La veille de Noël, Émilie choisissait avec un soin particulier un cadeau spécial pour sa grand-mère. La magnifique boîte à musique qu'elle trouva dans une petite boutique d'antiquités jouait « White Christmas », une mélodie que sa grand-mère avait aimée dans sa jeunesse. Cela faisait une semaine que sa grand-mère était sortie de l'hôpital, et bien que son état soit stable, Émilie ressentait un malaise au fond de son cœur. L'attitude de la famille semblait de plus en plus froide. À 15 heures, Émilie se dirigea vers la maison familiale avec des biscuits au gingembre faits maison et le cadeau. Une belle couronne de Noël décorait la porte d'entrée et une lumière chaude s'échappait des fenêtres. À première vue, cela ressemblait à la scène de Noël familiale parfaite. « Joyeux Noël, grand-mère », dit doucement Émilie dans la chambre de sa grand-mère. « Émilie, je t'attendais », dit sa grand-mère en tendant la main depuis son fauteuil roulant. « Avec toi ici, c'est vraiment Noël. » Elles écoutèrent ensemble la boîte à musique et partagèrent des souvenirs des Noëls passés. Cependant, sa grand-mère montrait parfois des expressions confuses et répétait les mêmes questions. « Quel jour sommes-nous déjà ? » « C'est la veille de Noël, grand-mère, » répondait doucement Émilie, encore et encore. À 18 heures, toute la famille se réunit dans la salle à manger. La table était magnifiquement dressée avec un rôti de bœuf et des accompagnements que Margaret avait préparés. Cependant, Émilie sentit que l'atmosphère familiale était différente de d'habitude. Richard, Margaret et Jessica semblaient étrangement tendus. « Tout le monde, qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose ? » demanda Émilie avec anxiété. « Rien de particulier, » répondit Margaret avec un sourire forcé. « C'est Noël, alors tout le monde est un peu excité. » Émilie ne manqua pas les regards entendus échangés entre Richard et Jessica. Il y avait une atmosphère comme s'ils partageaient un secret. Pendant le dîner, la conversation était superficielle et artificielle. Normalement, ils auraient été animés par les histoires de travail de son père ou les événements du salon de beauté de Jessica, mais ce soir, tout semblait étrangement gênant.
Seule sa grand-mère parlait innocemment de ses souvenirs de Noël d'antan. Je me souviens quand Émilie était petite. Elle croyait au Père Noël et se réveillait au milieu de la nuit, sourit sa grand-mère. Cet enfant était pur comme un ange. Émilie serra la main de sa grand-mère. Je m'en souviens encore, grand-mère. Quand le dîner fut terminé, Margaret se leva. Maintenant, c'est l'heure de l'échange de cadeaux. En passant au salon, des cadeaux magnifiquement emballés étaient alignés sous le sapin de Noël. Cependant, seul le cadeau d'Émilie était inhabituellement grand et différent des autres. « Émilie, c'est un cadeau spécial pour toi », dit Margaret d'un ton solennel. « Comme c'est une année spéciale, nous avons préparé un cadeau spécial. » Émilie, perplexe, accepta la boîte emballée dans un magnifique papier argenté. Le ruban avait l'air cher, comme celui d'une boîte à bijoux. « Merci, maman. L'emballage est si beau. »« Ouvre-le », dit Jessica avec une excitation inhabituelle. « Tu vas certainement être surprise. » Émilie déballa soigneusement le paquet. À l'intérieur se trouvait une boîte blanche, et dans cette boîte, une enveloppe épaisse. L'enveloppe était adressée formellement à Mademoiselle Emily Collins. « Qu'est-ce que c'est ?» Émilie pencha la tête en ouvrant l'enveloppe. Ce qui en sortit était un document juridique. En lisant les premières lignes, le sang d'Émilie se glaça. Avis de reniement familial. Le document stipulait en termes juridiques qu'Emily Collins devait être officiellement retirée de la famille Collins et que toutes les relations futures devaient être rompues. C'est quelle sorte de blague? La voix d'Émilie tremblait. Margaret sourit froidement. Ce n'est pas une blague. C'est une lettre de reniement. Joyeux Noël et au revoir, Émilie. Le salon tomba dans le silence. Seule sa grand-mère regardait la famille avec une expression confuse, incapable de comprendre la situation. Pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Des larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Richard se leva et dit avec un rictus méprisant, la raison? C'est simple. Tu es une adulte maintenant. Arrête d'être si dépendante. Et son père continua, tu vas nous rembourser toutes les dépenses que nous avons engagées pour toi. Les frais de garde, les frais de scolarité, les frais d'université, la nourriture, les frais médicaux, tout. Une fois calculé, ça représente une somme considérable. Jessica se mit à applaudir et à rire. Enfin, on se débarrasse du boulet. Émilie était vraiment agaçante. Émilie regarda sa famille, incrédule. Un boulet? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait? La voix de Margaret devint de plus en plus glaciale. Tu n'as cessé de flatter grand-mère, en essayant de nous faire passer pour les méchants. Ce n'est pas vrai. J'aime simplement grand-mère de tout mon cœur. L'amour, renifla Richard. Tu es après son héritage. Tu vises la fortune de grand-mère. Jessica ajouta, c'est vrai. Être infirmière, ça ne paie pas beaucoup. Tu veux l'argent de grand-mère, n'est-ce pas? Émilie se tourna vers sa grand-mère. Rose était assise dans son fauteuil roulant avec une expression confuse, essayant de comprendre la situation. Grand-mère? Émilie tenta de s'approcher d'elle. Arrête. La voix tranchante de Margaret l'arrêta net. Tu ne verras plus grand-mère non plus. Tu ne fais plus partie de la famille. Maman, s'il te plaît, explique-moi. Pourquoi fais-tu ça? Aucune explication n'est nécessaire, dit froidement Margaret. Tu es une adulte, n'est-ce pas? Il est temps d'être indépendante. Nous en avons assez de toi. Sa grand-mère dit d'une voix tremblante. Tout le monde, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous faites à Émilie? Mère, s'il vous plaît, taisez-vous, dit Margaret à sa grand-mère. C'est une affaire de famille. Mais Émilie fait partie de la famille, elle aussi, non? Sa grand-mère était confuse. Plus maintenant, déclara Richard. Émilie n'est plus un membre de la famille Collins. Émilie regarda de nouveau le document. Tout avait été créé selon les procédures légales appropriées, avec la signature d'un avocat. C'était sérieux, pas une blague ou une colère passagère. C'était un bannissement planifié, froid, entièrement préparé. Depuis quand préparez-vous ça? Demanda Émilie, la voix blanche. Après Thanksgiving, répondit nonchalamment Jessica. Tout le monde en avait marre que grand-mère ne fasse que des éloges sur toi. Margaret ajouta, ton obsession pour grand-mère est anormale. Ce n'est pas sain. Nous ne le supportons plus. Émilie se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle essaya de maintenir sa dignité. Je comprends, dit-elle doucement. Je comprends très bien vos sentiments. Sa grand-mère tendit la main depuis son fauteuil roulant. Émilie, où vas-tu?
Émilie se précipita vers sa grand-mère et la serra dans une dernière étreinte. « Grand-mère, je t'aime. S'il te plaît, ne l'oublie pas. Je t'aime aussi, Émilie. » Des larmes perlèrent dans les yeux de sa grand-mère. « Mais pourquoi tout le monde fait ça ?»« Ça suffit, » l'interrompit Margaret. « Arrêtez cette scène d'adieu touchante. » Émilie enfila doucement son manteau. Sous le sapin de Noël, les cadeaux faits main pour sa famille restaient emballés, mais elle ne les donnerait jamais maintenant. À la porte d'entrée, elle se retourna pour voir sa famille la regarder avec des expressions froides. Seule sa grand-mère pleurait. « Au revoir », dit doucement Émilie. « Ne reviens jamais », lança Jessica en guise de coup de grâce. Émilie ferma la porte d'entrée et sortit. La neige commençait à tomber. En marchant vers sa voiture, elle leva les yeux vers les fenêtres de la maison. La lumière du salon était chaude, comme si de rien n'était. Mais cette chaleur ne serait plus jamais pour elle. Le lendemain, Émilie était assise seule à la petite table de cuisine de son appartement. Devant un dîner surgelé, des larmes coulaient sur ses joues. Par la fenêtre, la neige continuait de tomber, et les lumières de Noël de la ville soulignaient sa solitude. Son téléphone portable restait silencieux. Aucun contact de sa famille. « Je me demande si grand-mère va bien », murmurait Émilie à plusieurs reprises. Même si elle était reniée par sa famille, son amour pour sa grand-mère n'avait pas changé. Au contraire, penser à sa grand-mère seule et confuse lui serrait le cœur. Le jour de Noël, Émilie alla travailler à l'hôpital. Ses collègues avaient pris leurs vacances de Noël, mais elle n'avait pas de foyer où retourner. Ou plus exactement, il y avait une réalité à laquelle elle ne voulait pas retourner. « Émilie, pourquoi travailles-tu à Noël ?» lui demanda sa superviseure Carole avec inquiétude. « J'ai eu quelques problèmes avec ma famille », répondit vaguement Émilie. Elle avait trop honte pour parler du reniement à qui que ce soit. Le lendemain soir, une rencontre fatidique l'attendait. Alors qu'Émilie se préparait pour son service de nuit, une femme âgée fut amenée aux urgences. Elle avait subi des contusions mineures suite à une chute, mais heureusement rien de grave. Cependant, quand Émilie vit la femme, elle fut surprise. « Hélène ?» La femme était Hélène Wilson, une amie de longue date de la famille Collins et secrétaire au cabinet d'avocats où travaillait le conseiller de l'entreprise de son père. Hélène était quelqu'un qu'Émilie connaissait bien depuis son enfance. « Oh mon Dieu, Émilie, ma chérie », s'étonna Hélène. « Tu travailles ici. Comment s'est passé Noël ? Tu l'as passé avec ta famille, n'est-ce pas ?» Lorsque l'expression d'Émilie s'assombrit, Hélène le remarqua avec sensibilité. « Il s'est passé quelque chose ? Tu as l'air abattu. »« J'ai eu quelques problèmes avec ma famille », répondit doucement Émilie. Hélène observa Émilie avec inquiétude pendant qu'on la soignait. « Émilie, si ça ne te dérange pas, pourrions-nous parler un peu après la fin de mon traitement ?» 1 heure plus tard, les deux femmes étaient assises face à face dans la cafétéria de l'hôpital. Hélène commença à parler prudemment en buvant son café. « Émilie, je me demandais si je devais te dire quelque chose. Mais en te voyant maintenant, je pense que tu as le droit de savoir. Que voulez-vous dire ?» Hélène regarda autour d'elle et baissa la voix. « C'est à propos du testament de ta grand-mère Rose. » Le cœur d'Émilie se mit à battre la chamade. « Un testament ? Il a été rédigé il y a 3 mois. Fin septembre, continua Hélène avec une expression sérieuse. Je suis secrétaire au cabinet Brown & Associates depuis 40 ans. J'ai une obligation de confidentialité, mais le cas de ta grand-mère est spécial. » Spécial ? Que voulez-vous dire ? Tu es désignée comme la principale bénéficiaire, Émilie. Émilie eut le souffle coupé. Moi ? Oui. Un total de 2 800 000 $. La maison, le terrain, les actions, les investissements, l'épargne, tout. La voix d'Hélène tremblait. Rose m'a dit, seule Émilie m'a vraiment aimé. Les autres membres de la famille ne me voient que comme un fardeau. L'esprit d'Émilie était confus. Mais pourquoi moi ? Je n'ai jamais ? Tu ne le savais probablement pas, sourit doucement Hélène. Mais Rose a vu ton dévouement. Les visites du week-end, le fait de rester avec elle à l'hôpital. Ton amour sincère. Elle a compris à quel point c'était précieux. Est-ce que la famille est au courant ? L'expression d'Hélène s'assombrit. C'est là le problème. Ils devraient le savoir. Des copies du testament ont été envoyées à la famille. Quand ont-elles été envoyées ? Début novembre. 2 semaines avant Thanksgiving. Émilie était abasourdie. Le changement soudain d'attitude de sa famille à Thanksgiving coïncidait avec ce moment. Mais Émilie, il y a un problème encore plus grave.
La voix d'Hélène devint encore plus basse. L'état de Rose se détériore rapidement. Se détériore? Hier, ta mère m'a contacté. Elle a dit que Rose était dans un état critique. Émilie se leva. Quoi? C'est vrai? Elle semblait bien la veille de Noël. Mais ce qui est étrange? Hélène fronça les sourcils. Le médecin a reçu des instructions pour ne pas fournir de traitement de maintien en vie. Et j'ai entendu dire qu'ils ont déjà commencé à organiser les funérailles. Les funérailles? Alors qu'elle est encore en vie? Oui. Et il y a des instructions pour ne pas te contacter du tout. Le sang d'Émilie se glaça. Tout s'emboîtait. La famille était au courant du testament et ils essayaient de la déshériter en la bannissant de la famille avant la mort de sa grand-mère, et même de hâter la mort de sa grand-mère. C'est planifié, dit tristement Hélène. En te retirant de la famille, ils essaient de te faire perdre tes droits à l'héritage. Et en hâtant la mort de Rose? Demanda Émilie d'une voix tremblante, où est grand-mère maintenant? Au centre médical St. Andrew. Mais il y a des instructions selon lesquelles seuls les membres de la famille sont autorisés à la visiter. Mais je suis sa petite fille. Légalement, tu ne le es plus, Émilie, dit Hélène avec regret. Si l'avis de reniement a été officiellement traité, tu n'as plus de droits familiaux. Émilie se prit la tête entre les mains. Elle voyait toute l'étendue du plan de sa famille, monopoliser l'énorme héritage de 2 800 000 $. Il l'avait éliminée, elle qui aimait vraiment sa grand-mère, et prévoyait même de prendre la vie de sa grand-mère. Mais il y a un espoir, dit soudain Hélène. Un espoir? Il y a une clause spéciale dans le testament. Si Émilie a été injustement exclue de la famille à la mort de Rose, tout l'héritage ira à des œuvres de charité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rose avait prévu la possibilité que la famille t'exclue et elle avait préparé des contre-mesures pour ce scénario, sourit Hélène. C'était une femme sage. Mais la vie de grand-mère? C'est le problème, reprit Hélène, l'air sérieux. Mais il y a peut-être encore quelque chose que tu peux faire. Quoi? Le mandat pour les décisions relatives aux soins de santé. C'est écrit dans le testament. Rose t'a nommé comme sa mandataire pour les décisions de santé. L'espoir s'alluma dans les yeux d'Émilie. Est-ce légalement valide? Il a été créé avant le reniement familial, donc il devrait être valide, dit Hélène avec conviction. Mais tu dois te dépêcher, sinon il pourrait être trop tard. Je vais à l'hôpital tout de suite. Attends, Émilie, Hélène lui attrapa le bras. N'y va pas seule. Prends un avocat avec toi. Tu auras besoin d'un soutien juridique pour faire valoir tes droits. Mais nous sommes au milieu de la nuit. Je ne peux pas trouver d'avocat. Je vais m'en occuper, dit Hélène avec résolution. C'est une urgence. Pour le bien de Rose, et pour le tien, nous devons agir ce soir. La détermination se forma dans le cœur d'Émilie. Peu importe la cruauté du plan de sa famille, elle devait se battre pour sauver sa grand-mère et pour révéler la vérité. Merci, Hélène, dit Émilie à travers ses larmes. Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais jamais rien su. Rose t'aimait, Émilie. Le moment est venu de lui rendre cet amour. Avant l'aube, la vie d'Émilie était sur le point de changer radicalement une fois de plus. Au petit matin du 27 décembre, Émilie se dirigea vers le centre médical St. Andrew avec l'avocat James Brown. Alors qu'il marchait rapidement dans le couloir de l'hôpital, son cœur battait à tout rompre. Devant l'unité de soins intensifs, elle put voir la famille en pleine discussion sérieuse avec un médecin. Ça suffit, sûrement, disait Margaret au médecin. Mère a 84 ans. La faire souffrir davantage serait cruel. Cependant, les signes vitaux de Rose sont encore stables, répondit le médecin d'un air perplexe. Attendez, s'il vous plaît. La voix d'Émilie résonna dans le couloir. Quand la famille se retourna, le visage de Richard se tordit de colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais appeler la sécurité. Je suis ici en tant que mandataire de ma grand-mère pour ses soins de santé, répondit fermement Émilie. L'avocat Brown, à ses côtés, s'avança. Je suis James Brown du cabinet Brown & Associates, dit l'avocat au médecin. Selon le testament officiel de Rose McGregor, Emily Collins a été désignée comme mandataire pour les décisions relatives aux soins de santé. Le médecin était confus. Mais la famille a dit qu'elle avait été reniée. La désignation du mandataire a été faite 3 mois avant le reniement familial et est légalement valide, déclara l'avocat Brown en présentant une copie du testament. De plus, Emily Collins est également la principale bénéficiaire de la succession de Rose McGregor.
Le visage de Jessica devint pâle tandis qu'elle criait « C'est invalide ». Grand-mère a la démence, n'est-ce pas? Nous avons aussi une évaluation de sa capacité mentale datant de la création du testament, répondit calmement l'avocat Brown. Rose a été jugée comme ayant une capacité de jugement tout à fait normale. Il y avait 3 témoins et un notaire présent. Margaret dit d'une voix tremblante, mais Emily ne fait plus partie de la famille. Nous l'avons reniée. Très intéressant, sourit ironiquement l'avocat Brown. Le testament contient une clause spéciale. Si Emily est injustement exclue de la famille, tous les biens seront donnés à des œuvres de charité. Le visage de Richard devint écarlate. En d'autres termes, continua l'avocat, en reniant Emily, tout l'héritage ira à des œuvres de charité. Rose a percé à jour votre véritable nature. Emily entra dans l'unité de soins intensifs. Sa grand-mère portait un masque à oxygène mais était consciente. Quand elle vit le visage d'Emily, des larmes perlèrent dans ses yeux. « Grand-mère, tout va bien. Je suis là avec toi. » Emily prit la main de sa grand-mère. Le médecin expliqua, en réalité, l'état de Rose est stable. La famille a demandé l'arrêt du traitement de maintien en vie. « S'il vous plaît, continuez le traitement de maintien en vie, dit fermement Emily. Grand-mère a encore des choses qu'elle veut faire. » Dans le couloir, les cris de colère de la famille résonnaient, mais légalement, ils n'avaient plus aucune autorité. 3 jours plus tard, sa grand-mère reprit pleinement conscience. Emily lisait dans la chambre d'hôpital quand sa grand-mère parla d'une petite voix. « Emily, tu es revenue vers moi. Je serai toujours à tes côtés, grand-mère. » « Tu sais, j'ai tout compris, » sourit sa grand-mère. « Que les autres membres de la famille en avaient après mon héritage et que seul toi m'aimais vraiment. » « Grand-mère, c'est pourquoi j'ai mis une clause spéciale dans mon testament. S'il t'excluait, l'argent irait à des œuvres de charité. » Sa grand-mère rit malicieusement. « Je voulais leur apprendre que les liens du cœur sont plus importants que les liens du sang. » Les larmes débordèrent des yeux d'Emily. « Merci, grand-mère. » Une semaine plus tard, Emily commença à vivre dans une nouvelle maison avec sa grand-mère. Les procédures de succession se déroulèrent sans heurts, et toutes les objections légales de la famille furent rejetées. Margaret, Richard et Jessica finirent par payer d'énormes frais de justice dans le litige successoral et tombèrent en difficulté financière. Dans le voisinage, ils devinrent connus comme la famille cruelle qui avait trahi sa fille et perdirent toute crédibilité sociale. Un après-midi de printemps, Emily prenait le thé avec sa grand-mère dans le jardin en discutant. « Emily, tu m'as appris ce qu'est la vraie famille, » dit paisiblement sa grand-mère. Emily sourit. « Je l'ai appris aussi, grand-mère. La vraie famille ne dépend pas des liens du sang, mais du soin que l'on prend les uns des autres. Notre relation était ce qu'est le véritable amour familial. » Le soleil couchant les illuminait doucement. À travers l'amour, la trahison et la victoire de la vérité, Emily avait trouvé ce qui était le plus important dans la vie. C'était un lien de cœur à cœur qui transcendait les liens du sang. Elle comprit profondément que la définition de la famille n'est pas déterminée par la naissance, mais se construit par l'amour.